Bonsoir et merci d'être fidèle au programme de ITV 19h45, le journal à la une de l'actualité de ce samedi 11 juillet 2020. Le commerce au marché HLM boycotté aujourd'hui. Les commerçants ne cautionnent plus le coût élevé des cantines, 250 000 francs le mois. Le maire des HLM fait l'objet de plusieurs accusations. Matinée de contestation également au Grand Moulin de Dakar. Les relations sont très tendues entre la direction et les travailleurs. Le licenciement de 5 agents a fait déborder le vase. Leurs collègues déterminés portent le combat. Dans ce journal, Oumou Kalsoumba va nous parler du projet Kiraï Liguey lancé par l'État du Sénégal. Il vise à faciliter l'accès au financement aux PME et TPE dans le cadre de la relance de l'économie nationale impactée par la pandémie. Et enfin, nous sommes samedi. L'article de la semaine revient avec ce dossier réalisé par Sud Quotidien. Le journal nous replonge au cœur des inondations avec cette une, je cite, « Inondations de 2000 à nos jours, des milliards dans nos égouts ». Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Pas d'activité ce matin au marché HLM. Les commerçants ont tout bloqué pour protester contre la cherté des cantines. Ils sont loués à 250 000 francs le mois. Ces commerçants pensent que c'est un stratagème du maire des HLM pour les pousser à partir. Toutefois, cette manifestation inopinée a fini par provoquer la colère des populations riveraines. Reportage Boubacar Dia. Des forces de l'ordre en tenue d'émeute d'un côté, des marchands ambulants en face, des badauds, des tas d'ordures et des pneus réduits en cendres, des barricades sur l'allée principale, tel est le décor au marché HLM. À l'origine, la colère des marchands ambulants. Ces derniers trouvent exorbitant le prix de vente des cantines qui s'élève à 250 000 francs CFA. Actuellement, la police voulait nous déguerpir sur des causes nobles, ce qui est anormal. C'est-à-dire, dans les années passées, on faisait des taxes à 400 000 francs par place. On achetait parce qu'en ce moment, on avait cet argent. Mais aujourd'hui, à cause du coronavirus, vous savez tellement qu'il y a des problèmes au Sénégal. On ne peut pas acheter ces places. On veut, mais on ne peut pas acheter. On a marre, on n'a pas assez d'argent. Pour ces marchands ambulants, la mairie des HLM veut les déguerpir pour accueillir des commerçants venant des marchés Sandaga et Petersen. Il n'a pas créé foire. Il veut nous juste monopoliser pour couper des places à 250 000 francs, sans bâche, sans électrification. Est-ce que ça c'est normal? Et il veut couper ces places par des commerçants étrangers, des commerçants de Petersen, des commerçants de Sandaga et déguerpir des commerçants qui siègent aux HLM depuis plus de 5 ans. Ainsi, les commerçants souhaitent la réduction des prix des cantines. Nous voulons seulement qu'on diminue les places, mais nous voulons participer à la municipalité des HLM en coupant ces places sur un prix qui n'est pas du tout onéreux, un prix à 20 000 francs, à 25 000 francs par place. Ça suffit, on ne peut pas dépasser. La colère des marchands ambulants n'est rien comparée à celle des riverains du marché HLM. Derrière la grille de sa fenêtre, cette dame déverse sa colère, une colère due au gaz lacrymogène. Nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus. Nous ne pouvons plus sortir de chez nous à cause de cette manifestation. Vraiment, nous en avons marre qu'à chaque fois, les forces de l'ordre nous lancent des grenades lacrymogènes alors que nous n'avons rien à voir avec cette manifestation des marchands ambulants. Le face-à-face entre marchands ambulants du marché HLM et les forces de l'ordre a causé quelques blessés, comme ce jeune homme qui se tord de douleur.
Boubacar Dian, vous avez tenté de joindre le maire des HLM, mais aucune réponse pour le moment. Ils se sont passés le mot. Les travailleurs des grands moulins de Dakar n'ont pas enfilé ce matin leur tablier et uniforme, mais plutôt des brassards rouges. Une manière vive d'exprimer leur ras-le-bol. 5 agents auraient été victimes de licenciements abusifs. Le personnel des grands moulins de Dakar en a après le directeur général adjoint et le directeur des ressources humaines, Abdoulrahmani, pour le compte-rendu de leur assemblée générale ce matin. Un groupe WhatsApp aurait fait des dégâts au Grand Moulin de Dakar. Il a ainsi été à l'origine d'un licenciement de 13 travailleurs de l'entreprise, en croire Lamine Fall. Un licenciement qui a eu lieu le 5 juin dernier, en pleine période de crise sanitaire. Une démarche en porte-à-faux avec les recommandations du chef de l'État. Maintenant, cette année, compte tenu du Covid qui arrive, de la Covid qui arrive dans notre pays, les travailleurs ont dit maintenant, on ne peut pas se réunir, mais nous allons mettre en place un groupe WhatsApp, à partir des délégués d'ailleurs, qui ont créé le groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, ils ont communiqué sur leurs problèmes, qui étaient leur IPM, qui étaient leur prime d'intéressement, qui étaient, etc., etc. Mais les travailleurs donc ont participé, ont donné leur point de vue. Et c'est à partir de ce moment qu'il a dit qu'il est licencié pour des motifs d'avoir participé au groupe WhatsApp et d'avoir donné son point de vue sur la situation. Des motifs de licenciement rejetés par l'inspection du travail, les délégués comme Seynabou Niang sont réintégrés, mais 5 travailleurs restent sur le banc. Les travailleurs, on les a licenciés parce que peut-être eux, on ne demande pas l'autorisation de l'inspection du travail pour les licencier. Donc on les a licenciés. Du coup, c'est un licenciement abusif. Raison gardée. Si on réfléchit bien, c'est un licenciement abusif. Vous ne pouvez pas dire ce type-là a fait un délit A, on va le licencier. Ce même type a fait un délit A, on ne peut pas le licencier avec ce même délit A. Donc il y a problème. Et c'est ça quand même qui a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'intersyndicale des travailleurs des Grands Moulins de Dakar ne compte reculer devant rien. Ses membres n'accordent aucun crédit aux motifs avancés. Mais le Haut Conseil du dialogue social même s'est saisi et a voulu régler le problème à l'amiable. Mais malgré tout ça, même nos chefs religieux se sont saisis pour régler le problème à l'amiable. Mais malgré tout ça, rien n'est possible. La direction a opposé son catégorie NIAT pour réintégrer les 5 travailleurs. Alors nous, en tant que délégués et l'ensemble des travailleurs des Grands Moulins de Dakar, on va se battre pour les réintégrer sans condition et dans les meilleurs délais. L'intersyndicale compte organiser un sit-in la semaine prochaine. Un avant-goût de son plan d'action pour la réintégration immédiate et sans condition de leurs collaborateurs. Et bien entendu, nous avons joint les responsables du Grand Moulin de Dakar. Le directeur des ressources humaines mis en cause, Abdoulaye Djigal, nous a confié que la direction a reçu des menaces et des insultes. Le foncier fait toujours l'actualité. Cette fois, c'est la colline de Yenne qui suscite quelques désaccords. Des délibérations auraient été délivrées à des particuliers aux abords de la colline. Le collectif pour la sauvegarde de la colline de Ndiot répond à des accusations de morcellement du site et je vous propose d'écouter un membre du collectif, il s'appelle Omar Faye. L'Assemblée n'a jamais dit que la colline a été cédée par le maire de la commune. C'est ce qu'ils le disent. Ils n'ont qu'à prendre toutes leurs responsabilités, s'assumer pour qu'effectivement qu'ils puissent montrer à la face du monde ce qui se passe et que cette colline dont on parle est entourée de propriétés privées, de champs appartenant à autour et que ces mêmes personnes ont eu à vendre. Ces nouveaux propriétaires-là ont dû se procurer de délibération. Donc il y a bel et bien des délibérations. Il y a bel et bien délibération pour ce cas précis. Mais je dis bien avant cette date et bien avant cette délibération, il y avait nombre de parcelles autour de la colline qui a été, même en 2015, lorsque ces gens-là se levaient pour cette colline, il y avait déjà des délibérations tout autour. Mais ça ne gênait pas. Donc on ne saurait dire aujourd'hui que la colline a été morcelée et vendue. Ça, ce n'est pas vrai. Je revendique toujours mon appartenance à ce collectif pour la défense de la colline. Mais je n'accepterai jamais qu'on mette sur notre dos, nous, village de Yenigué, pour livrer des informations fausses. Encore une fois, je dis que ceux qui parlent au nom de Yenigué ou bien au nom de Diala par rapport à cette commune ne disent pas vrai.
Les éleveurs de porc de Pikine sont sommés de quitter leur lieu de travail. Or, cela fait plus de 10 ans que ces pères de famille gagnent leur vie dans cet endroit. Mamadou Lamine Fati les a rencontrés. Ils sont sur le point d'être dépossédés de leur terre, où ils travaillent de père en fils, selon eux. Les éleveurs de porc de Pikine s'indignent. Ce sont nos parents qui étaient là. Nous sommes tous nés ici et nous avons trouvé nos parents qui travaillent ici depuis longtemps. Mais on s'est levé du jour au lendemain. On a reçu une sommation de déguerpissement dont la date est aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons fait appel aux médias pour pouvoir dénoncer nos cris de cœur. Plus d'un demi-siècle qu'ils élèvent leurs bêtes sur ce lieu. Aujourd'hui, un individu non identifié veut s'accaparer les terres, dénonce-t-il. Celui qui revendique ici, nous ne le connaissons pas. Même au niveau des autorités avec qui nous avons affaire, vers qui nous allons pour dénoncer nos cris de cœur, ils ne connaissent même pas ce monsieur. Même sur la sommation de déguerpissement, il y est écrit autrui. Et ce autrui, nous ne le connaissons même pas. Et pourtant, plus de 500 personnes vivent de ces porcheries. Ça réduit le chômage. Il y a plus de 500 personnes qui travaillent ici. Peut-être c'est un mélange, que ce soit jeunesse, que ce soit sage, adulte. Nous tous, nous travaillons ici. C'est pourquoi ces éleveurs ont décidé de s'en ouvrir au président Macky Sall. Donc si l'État ne répond pas à notre appel, c'est-à-dire que nous sommes foutus. Ce que nous allons faire, nous avons nos cartes et c'est nous qui décidons. Car le président est élu au suffrage universel. Nous n'avons pas à faire d'autres choses qui est contre la loi. Mais tout ce que la loi nous permet de faire, on va le faire. Si même c'est permis de barrer les routes pour réclamer, parce que ce n'est pas méchant de le faire, nous sommes des êtres humains et on doit nous entendre. Alors, ce n'est pas entendre pour entendre, mais nous répondre aussi, afin que nous trouvions solution à notre problème. Après plus de 50 ans, les éleveurs de porc de Pikine ne veulent qu'une seule chose, garder leur terre. Merci beaucoup Mamadou Lamine Fati. Ce n'est plus un secret, les petites et moyennes entreprises et les toutes petites entreprises ont des difficultés d'accès au financement. Cependant, dans le cadre du plan de relance de l'économie nationale, l'État a lancé le projet intitulé Kirai Liguey. C'est quoi exactement? Oumou Kalsoumba nous explique. Dans le cadre du plan de relance de l'économie nationale, une économie au ralenti à cause du coronavirus, l'État du Sénégal a mis en place un dispositif de garantie et d'injection de liquidités dénommé Kirai Liguey. Objectif, initier les institutions de microfinance à octroyer plus facilement des crédits à un coût réduit aux toutes petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises. D'après l'Observatoire de la qualité des services financiers, il s'agit de financer et de garantir les crédits accordés par les institutions de microfinance aux TPE et PME. L'État ambitionne à travers ce projet de permettre un accès facile au crédit avec un taux d'intérêt souple aux clients de la microfinance selon l'OQSF. C'est un prêt État FONGIP aux institutions de microfinance. Le taux d'intérêt est de 9%. Pour rappel, le tissu des entreprises au Sénégal est essentiellement composé de petites et moyennes entreprises qui représentent près de 90%. Les PME sont constituées en majorité d'entreprises artisanales ou commerciales de taille variable et de formes juridiques différenciées. Le manque de transparence du système d'information des PME et surtout des activités informelles, notamment l'absence des états financiers fiables et de procédures de monitoring et de reporting, est souvent déplorée comme étant la source d'incompréhension de toutes sortes entre les entreprises et les institutions financières. L'économiste Amadou Bachir Diop voit en ce projet un début de solution à l'épineuse question du financement des PME et TPE. Je vous propose de l'écouter, il répond à Oumou Kalsoumba. D'abord, il faut savoir que la plupart des entreprises ont des difficultés d'accès au système bancaire classique. Et obligatoirement, pour les soulager, pour les aider à faire face à cette crise, il faudra appeler les institutions de microfinance ou bien les systèmes financiers décentralisés, comme on le parle dans notre jargon local. Bon, maintenant, pour le faire, l'État, à travers ce dispositif Kirai Liguey, mis en place un fonds pour pouvoir appuyer ces toutes petites entreprises, comme ils en ont parlé, et les PME, des financements directs à des taux concessionnels.
ou bien la garantie des prêts qu'ils peuvent avoir au niveau des banques. Donc, il faut savoir en ce temps de crise, l'injection de liquidité dans les entreprises est la bienvenue. Et là, je pense que c'est un dispositif qui peut atteindre la plupart d'entreprises qui sont classées entre guillemets dans les registres informels. Donc, et là, je pense que c'est l'une des meilleures solutions qu'on pouvait faire pour atteindre le maximum de paiements et leur permettre de faire face dans l'urgence donc à cette crise qui leur affecte. La relance de l'économie nationale passe aussi par le consommé local. Arsa Properties est une entreprise sénégalaise qui produit, transforme et commercialise des produits locaux. Elle veut offrir une opportunité aux femmes et aux jeunes afin qu'ils puissent participer de manière significative à la relance de l'économie nationale. Voyons tout cela avec Essendour. Pour consommer local, il faut d'abord produire local. Bien que le Sénégal soit un pays agricole, il est très rare de trouver Made in Sénégal sur les étiquettes des produits commercialisés à l'étranger. Arsa Properties compte bien remédier à cela. L'entreprise familiale spécialisée dans la production d'aliments transformés 100% sénégalais a créé le label ABEL, une certification qui met en valeur le savoir-faire local. Tous nos fournisseurs, c'est des opérateurs producteurs qui sont de la région. Donc, qui sont de la région ou du terroir, donc un peu partout au Sénégal, de la région sud, de la Casamance jusqu'à passer par Foundiougne. Et après, on valse un peu entre de Diourbel pour tout ce qui est hibiscus, de région de la Casamance, en passant par Kolda avec comme produit phare le miel, le citron et l'huile de palme, jusqu'à aller passer par Saint-Louis. Et là où on prend les fruits de mer tels que les crevettes, et les huîtres et autres. Ouais. Arsa Properties travaille actuellement avec 250 professionnels, dont une vingtaine de producteurs, des femmes en majorité, spécialisées selon les cas dans la production ou la transformation et qui travaillent aujourd'hui sur une véritable chaîne de valeur. On fait en sorte de créer un cadre beaucoup plus formel où ça devient une concentration horizontale où chacun sur la chaîne de valeur, c'est aujourd'hui, moi mes limites c'est à ce niveau-là. Et ça nous permet de mieux s'organiser pour éventuellement, si on a des commandes futures, où c'est plusieurs milliers de tonnes, on pourra y faire face. Les 100% presque, c'est des Sénégalais, c'est des dames aujourd'hui qu'on voyait sur les routes lorsqu'on venait des régions, qui vendaient de petites bassines de bissap, de maïs, etc., de manioc. Aujourd'hui, on les forme, donc en technique de transformation, on les aide à se mettre à niveau. Lorsqu'on a des produits finis, déjà transformer la matière première, nous on les récupère et après nous on se charge de tout ce qui est packaging, traçabilité, sécurité et mise en place code barre, autorisation et autres, et commercialisation. De cette manière, Eliman Froster compte sortir ces femmes du petit commerce vivrier afin de les intégrer à l'économie avec un grand E. Car si les Européens ont l'habitude d'acheter leurs matières premières à bas coût en Afrique, ce sont eux qui les transforment et empochent donc la plus-value. Mais pour cela, encore faut-il respecter certains critères. dañuy xaw a faciliter suñu liggéey bi vu que ñoom loolu mooy seen liggéey avant tout ñoom xam nañ ko mais aussi dañ leen di gën a ñaax ñu gën a. Ils nous facilitent un peu le travail. Ils savent ce qu'ils font. Mais nous les invitons à redoubler d'efforts dans le triage. Il y a beaucoup de bactéries contaminantes dans certains produits. Nous, on ne fait que goûter et conditionner. Donc, si le triage n'est pas bien fait, le client va le sentir. Ça peut même causer une intoxication alimentaire. am na yenn bactéries yu ci nekk te buñ ko joxee les clients juste dinañ am intoxication alimentaire parce qu'il y a beaucoup d'aflatoxine dans les arachides. Respecter les normes, oui, mais pas question de faire comme les Occidentaux. Nos producteurs n'ont pas les moyens d'utiliser des additifs, colorants coûteux et autres, mais il se pourrait bien que notre atout à l'exportation soit là. Partout dans le monde, la tendance est au bio. Notre Kinkeliba ou encore notre Ngourban aux vertus nutritives extraordinaires pourraient donc bientôt s'exporter à prix d'or en Europe ou aux États-Unis.
Kessenzour, le ministre de l'économie, séjourne actuellement dans le nord du Sénégal. Amadou Hott veut mieux vulgariser le programme de résilience économique et sociale doté d'un fonds de 200 milliards de francs CFA. Les détails de cette tournée avec Momar Alisnian et Alecham. Pour faire face à l'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale, l'État du Sénégal a mis en place un programme de résilience économique et sociale. Afin de mieux expliciter ce programme aux entreprises de la région de Saint-Louis, le ministre de l'économie séjourne dans la capitale du Nord. On vient de terminer une rencontre avec des acteurs économiques de la région, avec la Chambre de commerce des organisations patronales, pour écouter, pour partager avec eux encore une fois le programme de résilience économique et sociale, surtout la partie qui concerne l'appui aux entreprises, les entreprises du secteur privé formel et également du secteur privé informel. C'était l'occasion d'expliquer un peu ces dispositifs pour que les entreprises puissent en bénéficier. Pour assurer une bonne relance de notre économie, le gouvernement est en train de finaliser un autre programme. Nous avons aussi parlé un tout petit peu de la relance de l'économie nationale, le programme de relance sur lequel nous sommes en train de travailler sur instruction de son Excellence le Président Macky Sall. D'ici la fin du mois, nous allons devoir donc finaliser ce programme de relance qui sera approuvé lors d'un conseil présidentiel, donc bien sûr présidé par le Président de la République. Nous avons écouté vraiment les acteurs économiques, nous avons apporté des clarifications et nous avons expliqué que le dispositif de résilience, il est toujours fonctionnel. Nous avons aussi expliqué que l'État compte, dans le cadre de la relance, agir dans l'investissement public, agir pour faciliter l'investissement privé, agir également dans la stimulation de la consommation, mais surtout agir dans les réformes qui vont faciliter la vie aux entreprises. Sur un objectif global de 200 milliards de francs CFA, 12 milliards ont été mobilisés et mis à la disposition des entreprises du Sénégal pour l'instant. À présent, le bulletin de santé du jour. Coronavirus, pour la première fois depuis plusieurs semaines, aucun cas de décès n'a été signalé aujourd'hui. Cependant, les nouvelles contaminations sont estimées à 132. Docteur Mamadou Ndiaye de la prévention pour le point du jour. Sur 790 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,71%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 91 cas contacts suivis par nos services, 41 issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiawaye 4, Grand Yoff 4, Keur Massar 3, Mbao 3, Parcelles Assainies 3, Liberté 4 2, Ouakam 2, Rufisque 2, Thiès 2, Cité CPI 1, Diamniadio 1, Dieuppeul 1, Front de Terre 1, Gibraltar 1, Kaolack 1, Khombol 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Nord Foire 1, Ouagouñaay 1, Patte d'Oie 1, Pikine 1, Richard Toll 1, Scat Urbam 1 et Touba 1. 70 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi. Le célèbre transporteur Ndiaga Ndiaye est décédé la nuit dernière. Sa levée du corps, c'était ce matin à Pikine. Les témoignages sont unanimes. Ndiaga Ndiaye a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du transport du Sénégal. Et voici un de ses proches. Il s'appelle Margot Badjan et ses propos sont recueillis par Boudal Djadj. C'est lui qui était mon patron à Mbacké Bawol. Il conduisait un 504. Un 504 Peugeot en essence.
et je faisais le lavage en son arrivée à Mbacké. Donc ce n'est pas mon patron, mais c'est mon père, également le père de tous les transporteurs qui sont là et qui a fait beaucoup pour le transport et qui a fait beaucoup pour le monde en son intégralité. C'est un grand perte pour tout le Sénégal. On fera le nécessaire, Inch'Allah, de faire tout ce qu'il fallait faire après lui pour que le transport et son nom restent gravés en lettres d'or au Sénégal. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Il y a quelques semaines, le Centre national de transfusion sanguine lançait un cri de détresse. Ces banques de sang étaient presque vides. Ce samedi, les populations de la commune de Fan.E ont organisé une journée de dons de sang. 200 poches ont été collectées pour le CNTS à Damassa. Augustin Mandan, compte rendu. Un geste simple pour sauver des vies. En cette période de pandémie de Covid-19, les populations de Fan.E Amitié se mobilisent pour soutenir le centre de transfusion sanguine. C'est un constat que nous avons fait durant cette période de pandémie. Nous avons vu qu'il y a pas mal de gens qui aujourd'hui refusent, veulent pas aller donner de leur sang. Donc un de nos amis qui a subi ce préjudice en gros parce qu'il a perdu un de ses proches a vraiment lancé l'idée pour nous dire que nous, on est des habitants de la commune qui habitons tout juste à côté du Centre national de transfusion sanguine. Il serait important aujourd'hui que nous tous nous levons pour donner de notre sang. Ce collectif compte atteindre 200 poches de sang. On en va au maximum. Si on en a assez et suffisamment pour pouvoir guérir nos patients, comme je l'ai dit, voilà, on est preneur. L'objectif, c'était tout juste d'impulser une dynamique. 200 poches aujourd'hui, si on réussit à l'avoir, c'est déjà un bon objectif. Cheikh de Dakar salue la démarche. L'étudiant à l'université Cheikh Anta Diop est venu donner son sang. Avec ce don-là, tu peux aider des vies. Beaucoup même. Ce geste-là, ça vaut de l'or aussi. Les populations de Fan.E Amitié appellent les autres communes à faire la même démarche pour sauver des vies. Et dans le reste de l'actualité, si vous avez lu les journaux cette semaine, vous avez sans doute remarqué cette une de Sud Quotidien. Inondation de 2000 à nos jours, des milliards dans les égouts. L'une des journalistes qui ont réalisé ce dossier est l'invité de El Hadj Malick Cissé dans ce nouveau numéro de l'article de la semaine. Regardez. La question des inondations, un défi majeur au Sénégal. Défi majeur, oui, des milliards sont dans les égouts, selon Sud Quotidien. Des milliards dans les égouts, ça dépend aussi de la compréhension que le lecteur se fera du titre. Par exemple, on ne peut pas dire que des milliards ont été versés dans les égouts, mais peut-être des milliards ont été utilisés pour le curage ou d'autres activités. Mais est-ce que ces milliards-là ont donné le résultat escompté? C'est ça notre questionnement. Des investissements, il n'en manquait pas et il consistait à développer la résilience des communautés et la construction d'infrastructures était en gestation, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. L'année dernière, on l'a vu quand même. Malgré tout, on a vu Dakar, une capitale qui n'est pas du tout salubre, des eaux stagnantes partout. Et franchement, ce n'est pas une belle image pour notre pays. C'est de voir si, par exemple, toutes ces infrastructures annoncées par les autorités étatiques ont donné les résultats attendus. Ce qui est ressorti de notre travail, c'est vrai que des efforts ont été faits, mais jusqu'à présent, par exemple, il y a des quartiers qui ont peur de la saison de pluie parce que les infrastructures nécessaires n'ont pas été faites. Pour les 700 milliards consacrés au programme décennal de gestion des inondations, 70 ont été injectés entre 2008 et 2012. Relève ma consoeur. Constat, des engagements sont toujours en attente. En 2012,
les investissements qui ont été faits, c'était du temps de Maître Abdoulaye Wade. C'est après des pluies, en 2012, le gouvernement de Macky Sall s'était engagé à débloquer 700 millions pour faire un peu des infrastructures ou bien pour amener une autre stratégie pour lutter contre les inondations. Cela veut dire que le travail nécessaire n'a pas été bien fait. 70 milliards, c'est de 2008 à 2012. Donc le plan décennal de lutte pour les inondations déclenché par le pouvoir du président de la République, 10 ans, 2012-2022, c'est 700 milliards. Donc si le travail nécessaire avait été fait au début, je pense qu'on n'aurait pas besoin de tout cet argent-là pour un peu revenir en arrière. 2005, 2009 et 2012, les inondations ont eu des impacts négatifs sur les conditions socio-économiques des populations. C'est le cas de la banlieue dakaroise. L'axe Keur Massar, Jaxaay et les cités environnantes sont dans la tourmente. Mon collègue Moussa Thiam comme je vous ai expliqué tout à l'heure, encore si je reviens, c'est un travail d'équipe. C'est lui qui a fait le papier sur la banlieue dakaroise. Ce qui est ressorti de son texte, c'est aussi qu'il y a des quartiers en banlieue, par exemple, il n'y a rien. Côté infrastructure, il n'y a pas des aménagements nécessaires qui ont été faits pour qu'en cas de pluie, ces habitants-là n'éprouvent pas les inondations ou autres. Donc, la banlieue, elle est large. Donc, il y a des côtés, peut-être, des aménagements ont été faits, mais d'autres, jusqu'à présent, les populations sont dans l'attente. Plan Orsec, conseil interministériel, tout y passe pour lutter contre les inondations. Pedrissi, directeur de l'exploitation et du contrôle de l'ONAS, rassure et confie à Sud Quotidien que l'Office national de l'assainissement du Sénégal est à pied d'œuvre dans les opérations pré-hivernales. Objectif, éviter tout risque d'inondation à Dakar et dans les régions. Merci beaucoup Elhadj Malick Cissé et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'article de la semaine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 pour un autre journal dans la totale que va vous présenter Mamadou Ibra Kane. Bonsoir à tous.